1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Et maintenant, il faut attendre pour voir si l'interdiction de l'abaya à l'école sera respectée, à moins que le Conseil d'État n'accélère les choses. Réunion des sages cet après-midi en urgence pour examiner une demande de suspension. Recours déposé par l'association Action Droit des Musulmans. Peu d'incidents relevés hier devant les collèges et les lycées. On verra ce qu'il en est aujourd'hui avec la rentrée des premières et des terminales. À Lyon, les adolescentes qui ont tenté de braver l'interdiction se sont fait une raison. Reportage Jean-Luc Bougeon. Au total, ce sont 9 jeunes filles du lycée La Martinière du Cher qui n'ont pas pu entrer en cours hier à cause de leur abaya. Réunies dans une salle à part, toutes ont expliqué au proviseur qu'elles portaient une simple robe, en aucun cas un vêtement religieux. Analyse non partagée par le chef d'établissement qui a demandé aux jeunes filles de venir aujourd'hui dans une autre tenue compatible avec la nouvelle interdiction. Message reçu par Yousra, élève de BTS, même si les choses restent floues pour elle. Je ne sais pas trop du coup comment on va s'habiller. Essayer de trouver des alternatives qui vont éviter de me mettre dans ce genre de situation. Des vêtements amples, mais je ne sais pas, je vais voir, je vais faire mes recherches et je vais voir qu'est-ce qui va leur convenir. Soumia, 16 ans, changera donc également de tenue pour aujourd'hui, mais elle a un peu de mal à accepter la contrainte. Ça a été interdit et puis c'est tout. On va se plier aux règles, le principal. Il m'a dit que c'était pour bien remettre les règles en place. Je vais venir en chemise, pantalon et là il n'aura rien à me dire. On l'entend, il y a un peu de frustration chez ces jeunes filles, mais pas de volonté de résistance ni de défi de l'autorité. Elles ont admis qu'il est l'heure désormais de s'adapter à la nouvelle règle et de commencer les cours. Là du Cher, Jean-Luc Bougeon, Europe 1. Alors sur l'abaya comme sur l'expérimentation du port de l'uniforme à l'école, Emmanuel Macron a tranché. Le chef de l'État s'est expliqué sur YouTube hier soir. Près de 2 heures d'interview avec Hugo Travers sur la chaîne Hugo Décrypte à l'occasion de la rentrée scolaire. Entretien en tête-à-tête pour parler de la jeunesse. Sur l'interdiction de l'abaya à l'école, le président a défendu son ministre de l'Éducation, Jacques Serret. Oui, Emmanuel Macron s'en félicite. Le ministre a eu raison d'être clair. L'interdiction de l'abaya est pour lui une mesure nécessaire aujourd'hui. On a des parents qui nous défient, on a des gens qui testent la laïcité. Il ne faut pas se tromper. Nous vivons dans nos sociétés aussi avec une minorité, mais de gens qui, détournant une religion, viennent défier la République et la laïcité. Et pardon, mais ça a parfois donné le pire. On ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas eu l'attaque terroriste et l'assassinat de Samuel Paty dans notre pays. Le président va même jusqu'à montrer des signes d'ouverture sur l'uniforme à l'école. Je suis favorable à l'approche expérimentation-évaluation. Expérimenter et évaluer permettra d'éclairer le débat public. Ouvrant au passage le débat sur la question de l'organisation du temps scolaire. Mais moi, quand j'étais à l'école, on n'avait pas 2 semaines à la Toussaint. On n'avait pas 2 semaines à Pâques. On a accru toutes ces vacances intercalaires et on a des vacances d'été qui sont beaucoup plus longues que les copains. Donc on doit ouvrir ce sujet. Emmanuel Macron veut donc innover à l'image de cette autre proposition. Je veux qu'on ait, dès la 6e de cette année, qu'on commence à avoir des élèves qui plantent des arbres. Et qu'on ait cette génération où chaque collégien aura planté son arbre. Une mesure, cette fois, pour tenter de parvenir à cet objectif, planter 1 milliard d'arbres en 10 ans. Jacques Serret du service politique d'Europe 1, le chef de l'État qui se rendra dans un collège des Pyrénées-Atlantiques aujourd'hui, se dit par ailleurs favorable à la mise en place d'un passe-rail pour les jeunes à l'image de ce qui se fait en Allemagne. Le dispositif permet de circuler librement et sans limite moyennant abonnement. Le sujet est sur le bureau du ministère des Transports. Europe 1, il est 7h04. C'est un procès sous très haute surveillance qui s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises de Paris. Procès du roi de l'évasion, Redouane Faïd. 7 minutes et 33 secondes, montre en main, le temps nécessaire à son extraction en hélicoptère de la prison de Réau en Seine-et-Marne. C'était en 2018. Évasion minutieusement préparée et organisée. 11 autres personnes comparaissent à ses côtés. Le procès de cette belle doit durer 7 semaines. Vu le profil de l'accusé vedette, les conditions de sécurité sont maximales, William Molinier. Une extraction sous blindage, mais discrète, avec des véhicules banalisés. Selon les informations d'Europe 1, tous les jours, le GIGN, l'unité d'élite de la gendarmerie nationale, ira chercher Redouane Faïd dans sa cellule de la prison de Condé-sur-Sarthe, à près de 200 km de l'île de la Cité, où se trouve le palais de justice. Dès lors, des itinéraires secondaires et des scénarios de canon conforme ont même été prévus, car Redouane Faïd est considéré par les autorités comme un détenu particulièrement dangereux, au même titre qu'un terroriste. À l'intérieur de la cour d'appel, il sera prise en charge par les gendarmes du commandement militaire du palais. L'audience aura lieu dans la salle dite des grands procès, celle qui a été spécialement conçue pour juger les auteurs des attentats du Bataclan et de Saint-Denis. C'est d'ailleurs le même dispositif qui est prévu à l'extérieur, aux abords de la cour. Une demi-compagnie de CRS se relaiera toutes les demi-journées. La préfecture de police enverra constamment des patrouilles dynamiques autour du site, sans coupure de circulation, sauf lorsque les escortes des accusés entreront et repartiront du palais de justice.
William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Conditions de sécurité exceptionnelles aussi, mais dans un tout autre registre. Celles qui vont entourer la visite d'État de 3 jours du roi Charles en France. C'est une information Europe 1. Le souverain anglais descendra bien les Champs-Élysées en cortège et accompagné par un régiment de cavalerie. Tous les détails dans le journal de 7h30. La guerre en Ukraine et la menace d'une nouvelle crise des céréales. La rencontre entre Vladimir Poutine et le président turc Recep Tayyip Erdogan hier suscitait quelques espoirs de résolution. Les deux hommes se sont rencontrés à Sotchi, en Russie. Au cœur du débat, l'exportation des céréales ukrainiennes. Recep Tayyip Erdogan promet de faire de nouvelles propositions. Vladimir Poutine, de son côté, annonce la livraison de céréales à 6 pays africains. Sébastien Lebelzik. Oui, Recep Tayyip Erdogan, qui est l'un des rares dirigeants d'un pays membre de l'OTAN, a dialogué encore avec le président russe. Il se veut le médiateur des pays africains, première victime de la fin de l'accord qui permettait de poursuivre, malgré la guerre, le transport de céréales à travers la mer Noire. Éthiopie, Yémen, Soudan, Somalie sont les plus touchés par la fin de ces exportations de céréales ukrainiennes. Moscou propose maintenant de livrer gratuitement ces pays, mais avec des céréales russes. Écoutez Vladimir Poutine. Nous sommes sur le point de conclure des accords avec 6 États africains vers lesquels nous avons l'intention de fournir des denrées alimentaires gratuitement et même d'assurer gratuitement la logistique pour livrer cette cargaison. Mais le blé ukrainien, lui, reste toujours bloqué. La Russie bombarde systématiquement les ports de la mer Noire et le long du Danube. Pour reprendre son exportation, Vladimir Poutine demande la fin des sanctions visant ses produits agricoles. Un chantage inacceptable pour le président ukrainien. Sébastien Lebelzik pour Europe 1. Et à 3 jours de l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby, l'équipe de France tente de sortir de la polémique par tous les moyens. Et le meilleur moyen d'éteindre l'incendie, eh bien, c'est d'envoyer l'homme qui est au cœur de cette polémique. Bastien Chalureau est donc venu s'expliquer en conférence de presse hier. Le joueur qui a fait appel de sa condamnation pour agression et propos racistes a tenté de s'expliquer. Et ce fut tout sauf facile, Cédric Chasseur. C'est moi qui ai choisi de venir m'exprimer devant vous. Tenter de tourner la page. Pour Bastien Chalureau, la meilleure méthode était de s'exposer et de s'exprimer. Parole à la défense, plus facile à faire sur le terrain que micro à la main pour le deuxième ligne. Regard noir, tête basse, le colosse de 2,02 m et 124 kg a montré ses failles et laissé filer quelques larmes. Ça touche pas que moi, ça touche ma famille. Et c'est pour ça que j'ai voulu parler devant vous pour totalement clarifier la situation et dire que je ne suis pas un raciste, je suis un fédérateur. Si le joueur est touché, la situation n'a pas d'impact sur le reste du groupe, selon Bastien Chalureau. Cela n'affecte personne, affirme le deuxième ligne, qui veut désormais vivre pleinement sa Coupe du Monde. Moi, je m'en réfère à la justice et moi, je me concentre du coup sur le terrain. Et avec le match de vendredi, il y a ça à faire. Un premier choc face aux All Blacks que Bastien Chalureau devrait vivre au mieux dans la peau d'un remplaçant. Cédric Chasseur du service des sports d'Europe 1. Merci beaucoup Christophe.